Vie agricole vous est présentée par Maison La Prise. Maison La Prise, des maisons à haut rendement énergétique pour tous les styles, conçues et fabriquées ici depuis 30 ans. L'Institut Jean Garon est fier de collaborer à l'émission La Vie agricole. L'Institut Jean Garon pour des débats ouverts en agriculture au Québec. Bonjour, le sirop d'érable est un produit phare sur les tables des Québécois. Aujourd'hui, on s'intéresse à une production chère à leurs yeux, l'acériculture, dont les enjeux ne sont pas bien connus. Bienvenue à La Vie agricole. Le sirop d'érable est un marqueur culturel de l'industrie agricole au Québec, à la fois objet de fierté nationale et produit d'exportation jusqu'en Allemagne et jusqu'au Japon. Le Québec compte 7400 entreprises acéricoles sur son territoire. L'industrie fera-t-elle face aux défis internationaux qui l'attendent? Le terroir, symbole de nos cannes de sirop d'érable, est-il prêt pour affronter la réalité? Nous en parlons avec notre expert Yann Turmine et notre invité Michel Saint-Pierre, ancien sous-ministre au ministère de l'Agriculture. Mais au préalable, Guy Duval a rencontré Denis et Luc Chouinard de la société érablière Chouinard. Après 2 heures de route et de pistes cachées dans une forêt dense, Denis et Luc Chouinard nous accueillent dans leur érablière située à Sainte-Perpétue. Cette entreprise familiale fondée en 1982 ne correspond pas à l'image bucolique à laquelle nous sommes habitués. Des dizaines de milliers d'entailles, un réseau touffu d'érables et oubliez la salle à manger pittoresque. Ici, tout est axé sur la production, mais une production biologique et une vision de l'agriculture basée principalement sur la transmission familiale de l'expertise et de la passion acéricole. Denis et Luc, on est dans votre érablière à Sainte-Perpétue de Lillet. Oui. Et puis, M. Denis, j'aimerais ça que vous me contiez un peu l'histoire de cette érablière qui est quand même assez exceptionnelle. Oui, bien, disons que c'est le grand-père. On est rendu... c'est le grand-père qui a commencé ça en 1928. Puis après ça, quand mon grand-père est mort, c'est mon père qui a continué. Puis après ça, de 82 à aller en 2005, j'étais avec mon frère là-dedans. Là, mon frère est tombé malade. Ça fait que là, j'ai tombé tout seul de 2009 à aller jusqu'en 2015. Puis en 2015, bien là, mes garçons ont embarqué mes garçons avec moi pour prendre la relève. Donc, vous êtes... Quatrième génération. Quatrième génération. Moi, je suis le quatrième. Copropriétaire. Vous êtes 2, 3... On est 3. Ouais. 3 propriétaires de l'érablière. De combien d'entailles déjà? Là, cette année, on avait 48 600. Est-ce que c'est considéré comme une grande érablière? Ici, dans la région, oui. Ici, c'est toutes des terres privées qu'on a, nous autres, là. Pour des terres privées, là, c'est une grosse érablière. Quand on parle de production, ça représente combien de... Je ne sais pas si vous parlez en litres ou en gallons ici. C'est en baril, surtout. C'est en baril relié à la livre. C'est le sirop d'érable est vendu à la livre aux distributeurs, aux grands acheteurs. Là. Puis un baril, ça contient combien de... 34 gallons. 34 gallons? Ouais, environ 440 livres. Puis ici, à cette érablière, combien que vous faites de gallons ou bien de barils par année? On saute le 400. C'est quand même énorme. Ouais, on gagne notre vie avec ça. Là. Vous parlez de barils, mais nous, on est habitués à aller à l'épicerie, puis on voit des petites canettes, des cannes. Est-ce que vous faites ça aussi, des cannes, ou pour l'épicerie? Ou... Non. On fait surtout des cannes pour la famille, mais on n'en vend pas dans les épiceries, là. OK. Et pour la mise en marché, avec ces barils-là, qu'est-ce que vous faites après? Vous envoyez ça où? Nous autres, on envoie ça à l'acheteur Appalaches Nature. Mais l'acheteur prend toute notre production, mais c'est les producteurs et productrices acéricoles du Québec qui nous payent, parce qu'on est relié avec un quota. Fait que le quota, bien, même si tu produis plus, t'es pas coupé, là. Tu peux envoyer ta production pareil au complète. Puis le surplus, le 100 %,
ça, c'est ta paye. Puis le restant, mais c'est comme mettre de l'argent en banque. Fait que si on frappe une petite année parce que Madame Nature n'est pas de notre côté, bien, c'est de l'argent en banque. Fait qu'ils prennent la production qu'on a livrée en trop pour nous remettre pour aller à côté de notre 100 de quota. C'est comme une banque, ça, là. C'est une banque de sirop d'érable. Une sécurité pour les transformateurs, une sécurité aussi pour nous autres comme producteurs, parce que si on prend une année comme en 2008, qu'on a manqué de sirop, les prix ont parti en montant. Puis là, en 2009, les transformateurs, mais les épiceries n'ont quasiment pas vendu de sirop parce que le sirop était trop cher sur les tablettes. Fait que ça, c'est pas bon pour le marché, là. Ça a pris 3 ans avant qu'on soit capable de reprendre le marché, là, avant que les prix se stabilisent, là. Fait que faut pas en manquer, là. Faut tout le temps en avoir à fournir pour être capable que les prix restent stables. Puis votre compétition, est-ce que vous en avez à l'extérieur d'ici, du Québec? On parle des États-Unis, on parle du Nouveau-Brunswick. Est-ce que c'est... Bien, c'est des compétiteurs aussi, mais par contre, Nouveau-Brunswick, c'est pas beaucoup de livres qu'ils produisent. C'est pas des grosses érablières comme au Québec. Faut pas se le cacher. Les États-Unis, c'est les plus gros acheteurs de sirop d'érable du Québec. OK. Ça fait que s'il en produirait tant que ça, il n'achètera pas. Là, ça fait que, il nous en manque pour les marchés, eux aussi. Puis les marchés, c'est quoi? Vous parlez des États-Unis. Est-ce que c'est c'est la Chine aussi? Ou bien c'est ailleurs, l'Europe? L'Australie. L'Australie, beaucoup. Ouais, Japon. L'Allemagne. Donc, la situation actuelle au niveau des acériculteurs, c'est une belle situation en termes de marché, Oui. en termes de fonctionnement aussi, de la façon que ça fonctionne, Oui. c'est-à-dire la réserve, tout ça, ça stabilise le prix, dans le fond. Puis nous autres, en tant que producteurs, bien, ça nous sécurise parce qu'on est sûr, on peut se budgéter. Parce qu'à cette heure, on a un prix établi, on a un volume sûr d'être payé. Fait qu'on est capable de se budgéter. Tandis qu'avant, mais on s'en allait les yeux fermés comme ça. On savait pas le prix qu'on allait avoir. On savait pas comment qu'elle allait nous payer, après combien de temps qu'elle allait nous payer. Fait que, tu sais, c'est dur, là. C'était dur, fait qu'on pouvait pas investir, là. S'il n'y aurait pas ça, je pense pas qu'il y aurait des érablières autant puis des aussi grosses. Fait que M. Denis, Oui. M. Luc, Oui. merci beaucoup pour votre information. Salut, merci. Merci. Alors, bonjour Yann et Michel. Merci de nous avoir rejoints sur l'érablière Chouinard à Sainte-Perpétue de Lilley. Nous sommes contents de vous avoir avec nous pour comprendre en fait l'industrie acéricole et les enjeux d'avenir. On a entendu tout à l'heure M. Chouinard et son fils expliquer à Guy qu'ici on produit beaucoup, on produit avec des tubulures et en fait on produit 400 barils. Mais il nous expliquait aussi qu'on achète en fait ces barils. Avant d'arriver au transformateur, il y a un acheteur. En fait, on comprend qu'on n'est plus dans l'artisanat complètement. C'est-à-dire qu'on fonctionne comment aujourd'hui? Il y a un plan conjoint. C'est quoi le plan conjoint, pour expliquer aux téléspectateurs, qui fait qu'on ne vend pas directement en fait aux consommateurs ici? Salut Yannick. Bon, effectivement, il faudrait peut-être reculer un peu en arrière, un peu l'historique. Pourquoi un plan conjoint? Ça va expliquer beaucoup de choses. Le sirop d'érable, la production de sirop d'érable, c'est possiblement une des productions qui est le plus tributaire du climat. Vous pouvez avoir une année fantastique du sirop d'érable, puis l'année suivante, là, une année complètement pourrie. Et vous pouvez avoir 1 pour 10 que vous allez récolter, vous allez récolter 100 gallons une année, puis l'année suivante, vous allez récolter 10 gallons. Or, ça a toujours été comme ça, là. Puis ça fait partie de la production du sirop d'érable. Autre situation qui a été particulière au sirop d'érable, c'est si on recule il y a 40 ans, tous les producteurs dans la province de Québec avaient des érablières, toutes des petites érablières. Je ne sais pas, Michel, il y avait peut-être 30 40 000 érablières. Oui. On en taillait 1500 en taille. 1500, puis 500, puis des 3000. C'est le party familial aussi. Mais là, on est sorti de la culture de la cabane à sucre traditionnelle et de la petite canne. En fait. Exactement. Pour sortir de cette culture traditionnelle-là qui ne permettait pas de développer des marchés, qui ne permettait pas d'exporter, qui étaient des choses très familiales, aujourd'hui, avec les villes, pour exporter, les Japonais aiment ça, plein de monde aime ça, bien, ça prenait quelque chose pour justement professionnaliser ce métier-là, parce que c'est un métier aujourd'hui, là, c'est plus un hobby, là. C'est là
les producteurs ont décidé de mettre un plan conjoint ensemble. Plan conjoint, c'est quoi un plan conjoint? C'est de mettre des règles. C'est de mettre des règles. Dans le cas du sirop d'érable, c'est de se créer aussi une réserve. M. Chouinard l'a expliqué, ça a été très bien expliqué. La réserve, ça permet qu'un producteur, quand il y a trop de sirop d'érable, il le met à la banque, il le met à la réserve. Puis quand l'année est moins bonne, bien, ça permet à compenser sa mauvaise récolte. Est-ce qu'on peut dire que le plan conjoint du sirop d'érable, c'est un peu similaire à la gestion de l'œuf du lait? À certains égards, je dirais oui. Dans le sens où on a contingenté, on a limité les gens, on a permis, dans le fond, de stabiliser par la réserve dont Yann vient de parler et aussi par le fait qu'on avait un volume, on essayait de contrôler le volume également. Donc, ça ressemble à la gestion de l'offre. Ça en est une dans une forme. À la différence, il y a des différences. Par contre, là, d'abord, le quota n'est pas monnayable. C'est une entreprise qu'on achète, elle est pourvue d'un quota, mais on ne peut pas acheter un quota séparément puis aller l'exploiter ailleurs. Ce quota-là permet d'avoir un bien meilleur contrôle sur les volumes produits et également, par le biais de la réserve, faire en sorte que chaque année, on n'a pas le cycle fluctuant qu'on a connu dans le passé où les prix variaient énormément. Et le produit, Michel, n'a pas la même destination. Le lait reste au Québec ou au Canada, du moins, alors que l'érable s'en va à l'étranger. Voilà, une grande partie. On est un exportateur pour la grosse partie de notre production. Et justement, c'est la partie que le commun des mortels ne voit pas, là. Cette partie, ce qu'il voit, c'est beaucoup plus encore le reflet un peu de la tradition, de la mise en petits contenants. Parce que tout ce qui s'appelle petit contenant de 5 litres et moins est hors quota. Donc, à ce moment-là, par contre, évidemment, on est limité au niveau de la mise en marché. Il faut être capable de le vendre, soit localement, soit tout près. Mais on ne peut pas faire que ça sur un érablière comme ici. C'est impensable, là. Évidemment, on serait complètement là, inondé par ces petites conserves-là. Alors, finalement, c'est deux mondes, dans le fond. Celui qu'on voit et celui qui est le marché d'exportation, c'est-à-dire États-Unis d'abord et avant tout. Japon a été développé en premier. Oui, je pense que la Fédération parle de 66 pour l'exportation aux États-Unis, ouais. 11 en Allemagne, puis après, c'est le Japon. L'Allemagne est un gros marché de ce côté-là également. Mais ça a permis ça. Cette réserve-là, comme Yann disait, c'est un peu une banque. Ça permet de stabiliser le prix. Puis c'est ça le mot-clé, je pense, de cette époque-là. Stabilisons la mise en marché et stabilisons le prix en même temps. Et ça a marché. Alors, Michel, en fait, on aimerait ça échanger avec toi parce que tu connais bien, toi, le rapport Florent Gagné, qui était un rapport qui n'a pas été reçu de la même façon par tout le monde. Dans le milieu acéricole, on sait que le plan conjoint que Yann nous expliquait tout à l'heure est reconnu par la Fédération, mais il y a certains acériculteurs qui ont une tendance à vouloir tendre vers le marché libre, en fait. Et Florent Gagné avait fait un rapport où il mettait en avant le fait que, oui, le Québec était une production importante, et la production importante de sirop d'érable à travers le monde, mais qu'au fil du temps, peut-être, on perdait un peu de part de marché parce que, avec le plan conjoint, on laissait de la place beaucoup aux États-Unis et au Nouveau-Brunswick, au Vermont, etc. Oui, d'abord et avant tout, on peut dire que que la situation actuelle n'a jamais fait l'unanimité complètement. Certaines entreprises qui avaient leur propre marché sont senties un peu lésées par le fait qu'on créait une contrainte, une obligation de livrer à des acheteurs accrédités. Et toute l'idée aussi de contingenter, de se limiter dans le cadre d'un marché qui est quand même est en expansion, et on le constate aujourd'hui. Tout ça a été souligné dans le rapport. Évidemment, ça fait un peu partie là, des enjeux ou des risques quand on l'aborde de cette façon-là et qu'on dit aux gens, ben, on va se limiter. Écoutez, la gestion de l'offre, de façon générale, je ne me fais l'unanimité non plus. Alors, et particulièrement chez ceux qui sont sur les marchés, ils veulent avoir cette liberté d'action, aucune contrainte. Mais
avouons quand même que l'autre côté, ça a joué un rôle important pour stabiliser cette industrie-là, lui donner un soutien financier, faire en sorte que des entreprises comme celle-ci puissent avoir accès à du crédit sans le risque permanent des fluctuations de prix puis de volume. Mais Ça a été donc à travers important. ce rapport, Florent Gagné, qui était soumise, lui aussi, Oui, oui. À travers ce rapport, le gouvernement a cherché à faire la lumière, j'imagine, sur la situation. Et quel était l'objectif derrière le rapport? Je pense qu'il soulignait d'abord et avant tout une réalité, c'est que dans un marché en expansion, se limiter fait en sorte que forcément notre part de ce marché-là, qui était quasiment un monopole à l'époque, il n'y a pas si longtemps, le Québec était le gros joueur incontestablement, bien, année après année, on se fait gruger ces parts de marché-là parce que le Nouveau-Brunswick, les États-Unis, pas très loin d'ici, n'ont pas cette contrainte, cette obligation-là. Donc, il y a quand même des implantations. Et même des Québécois vont installer des érablières importantes en dehors de nos frontières pour profiter de ça. Alors, Mais est-ce que ça voudrait dire que le plan conjoint que vous nous avez défini tout à l'heure, qui était une chance, en fait, pour développer la production acéricole, peut devenir aussi un frein au même développement? Le plan conjoint est un peu victime de son succès. Ce que ça a créé fondamentalement, particulièrement dans le sirop d'érable, c'est un îlot de stabilité dans le marché. On peut dire dans le marché mondial du sirop d'érable. Parce que le plan conjoint, c'est québécois, là. C'est pas canadien, c'est pas nord-américain, c'est pas mondial, c'est au Québec. Mais cet îlot de stabilité a profité à nos voisins, au Nouveau-Brunswick. C'est un peu surprenant, mais souvent, le prix du sirop d'érable, le prix de référence, c'est le prix québécois. Il est connu. Ah, parce qu'il est connu. Oui. Ah, les gens du Nouveau-Brunswick, les Américains, ben, hey, c'est le fun. Ils ont un prix de référence. Puis là, ben, moi, je peux vendre en bas du prix de référence ou je peux vendre en haut. Ou je peux... Alors, l'îlot de stabilité, c'est ça que ça a créé, un îlot de stabilité, bien, ça a comme favorisé nos compétiteurs. Mais ça, c'est un peu normal aussi. Bon, il faut dealer avec ça. Chose surprenante, puis que peut-être pas ou très peu connue, c'est quand on dit du sirop du Nouveau-Brunswick ou le sirop américain, souvent, c'est des entrepreneurs québécois qui sont établis au Nouveau-Brunswick ou sont établis aux États-Unis. C'est des Québécois qui compétitionnent des Québécois, en vérité, là. Quand on dit que c'est les Québécois qui compétitionnent les Québécois, on l'a vu aussi dans le monde du lait, quand on a vu AgroPure ou Saputo aller s'installer aux États-Unis Ah, tout à fait. pour faire du lait pour ici. Sauf que le marché, dans le cas du lait, il reste à l'intérieur. On est dans un marché fermé. Donc, il n'y a pas cet échange-là, sauf certains Mais c'est trous là qui sont... où les critiques du modèle actuel disent si on veut conquérir le monde, ben, on serait peut-être mieux d'avoir un marché très ouvert. Oui. Vous répondez quoi à ça, vous? Bien, écoutez, on avait un marché très ouvert, on avait beaucoup de grandes fluctuations. On ne peut pas, je pense, on a essayé de trouver le meilleur de ces deux mondes-là en même temps, là, c'était un peu difficile. Tout ce système-là, ça ne s'est pas monté du jour au lendemain, là. Puis ça a été dur. Il y a eu beaucoup de combats, de combats, même ça s'est pogné à main nue, là, dans l'érable, c'est assez bien connu, là. Ça a été difficile. Puis difficile pour quelles raisons? Pour les mêmes raisons que j'ai évoquées au début. C'est une production qui a beaucoup de variations, qui avait beaucoup de monde. Organiser 50 personnes, c'est relativement facile. D'organiser, dans les débuts, 30-40 000 personnes, c'est impossible d'avoir l'unanimité, d'arriver à quelque chose de commun, parce que c'est ça un plan conjoint, c'est de mettre tout le monde en commun. Bien, ça a été dur. Et je pense que la sériculture, on touche les gens dans leur patrimoine, dans leur cœur. Bien, on voit ici une entreprise depuis 1928. Des traditions, là. C'est des traditions. Il y a beaucoup de gens qui se sont sentis menacés. Il a fallu gérer ça. Mais peut-être parce que les contestataires dont on parlait tout à l'heure, qui voient la réserve comme une réserve, oui, intéressante, mais qui finalement ne les paye pas immédiatement. Oui. Quand un côté entrepreneur, en fait, l'entrepreneur, ce qu'il veut, c'est vendre son produit et toucher tout de suite son Il y a eu profit. des histoires d'horreur. Oui, mais les premières contestations, c'était pas par rapport à les réserves, c'était par rapport à l'obligation qu'ils avaient de passer par ce canal unique-là. C'était genre, vous nous lésez parce qu'on a notre marché, on évolue librement, et là, tout à coup, on se met des Est-ce contraintes. qu'il y aurait une possibilité pour que tout le monde s'y retrouve, et les producteurs et les consommateurs, qu'il y ait comme
deux voies possibles, une voie qui passe par un plan conjoint, puis ceux qui veulent fonctionner directement Oui, avec. mais c'est ça. Ben, Il n'y avait pas deux choix. Oui, mais c'est un peu le cas. Il ne faut pas oublier que le plan conjoint permet quand même la vente à la ferme. Quelqu'un qui veut vendre ses cannes à la ferme peut le faire, là. Tout ce qui est en petit contenant peut être vendu localement. Petit contenant, c'est 5 litres et moins, là. Et ce marché-là, il est libre, mais il y a quand même un certain nombre de contrats. On peut livrer, par exemple, à l'épicerie du coin, à notre marchand, ces conserves-là, sans aucune entrave au niveau du contingent. Est-ce qu'avec le système actuel, on peut dire qu'on a un bon développement du terroir? Parce que quelquefois, on se dit qu'on pourrait avoir un sirop d'érable de la Beauce, un sirop d'érable de la Côte-du-Sud, un sirop d'érable de la Mauricie. On ne voit pas vraiment ça. Dire, on pourrait le faire et probablement qu'on devrait commencer à considérer ces éléments-là comme éléments de vente, de spécificité. Il y a des terroirs très spécifiques qui pourraient donner des caractéristiques particulières, comme dans le lait, pour donner un exemple, des races de vaches donnent un type de lait qui est différent de l'autre. Si on met ça tout ensemble, on a perdu l'élément caractéristique du produit qui fait en sorte qu'on pourrait le vendre avec une touche particulière. Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à avoir des appellations d'origine contrôlée pour... Oui, on pourrait. C'est sûr que ça va être un très grand défi pour l'industrie du sirop d'érable et pour les producteurs. Les pays, les régions qui ont reçu des appellations, première des choses, en arrière de ces appellations, il y a des très grosses organisations qui sont semblables à des plans conjoints. Il y a beaucoup de temps qui s'est passé aussi. Ça n'est pas fait instantanément. Ça ne s'improvise pas, une appellation. En France, les appellations, ça n'a pas loin de 100 ans. Là. 100 ans aussi de douleur, de cris et d'ajustements. Moi, je pense que le plan conjoint est une bonne base pour mettre justement ce genre d'appellation. Ça ne veut pas dire que ça va se faire automatiquement. Ce n'est pas une garantie de succès. Quelqu'un achète un sirop de Sainte-Perpétue de Lillé, il ne veut pas avoir un sirop qui vient de Charlevoix, là. Comment tu contrôles ça? Mais est-ce que le danger du système collectif comme il est actuellement, qui est accepté par l'ensemble des producteurs, sinon ce ne serait pas là, en fait, fait en sorte qu'il y ait un profit au bout de la ligne? Est-ce que les producteurs vont pouvoir répondre à ce besoin du consommateur, en fait? Moi, je pense qu'on pourrait. On peut faire. Les deux sont compatibles sans aucun problème. Peut-être déjà, il y a quand même des choses qui sont faites. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas rien qui est fait, là. La voie qui a été prise est beaucoup, en termes de spécificité, c'est beaucoup plus sur la couleur, la qualité du sirop que la localisation d'un sirop. Ça, c'est la voie que les producteurs ont plus pris. Peut-être parce que c'était les consommateurs qui le demandaient à une certaine époque. Mais il y a beaucoup de choses qui sont faites actuellement là, pour caractériser le sirop. Mais de penser que c'est simple à faire, c'est compliqué à gérer. Là. On sait que le consommateur, il évolue dans ses goûts. On le voit notamment dans le pain. En fait, on a vu une évolution dans les 30 dernières années dans les variétés, la diversité pour le pain. On pense que ça pourrait se faire dans le sirop d'érable. Mais le système agricole étant vivant dans un certain vase clos quand même, est-ce que la synergie entre le producteur, le transformateur, le consommateur, est-ce qu'on a réellement les outils au Québec au jour d'aujourd'hui dans la sériculture pour dire on va réaliser quelque chose qui va être le résultat que souhaite avoir le consommateur? On n'a peut-être pas vraiment les antennes les plus sensibles sur ce plan-là, ça c'est clair. Je ne vais pas servir pour l'instant. On est certainement capable de développer une stratégie de mise en marché qui, qui répondrait aux différents marchés qu'on sollicite. Puis, on a une belle opportunité de le faire. Puis, je pense qu'il faut rappeler aussi là, que on est chanceux encore au Québec. L'agriculture, la production agricole, d'abord, c'est très important économiquement. Là. Souvent, les gens l'oublient, mais c'est très important. Mais plus important que ça, c'est que ça repose sur des entreprises familiales. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Essentiellement, c'est des entreprises familiales. Ça fait vivre, comme ici, là, ça fait vivre une famille. Ils sont 2, 3 familles, il y a un père, il y a des enfants, puis qui gagnent leur vie. Puis ils ont des systèmes qui leur permettent de bien gagner leur vie. Et ça reste l'agriculture qui reste la base de la vitalité rurale du Québec. Elle est fondée, en fait, sur la présence de familles agricoles. Que toutes les érablières qu'il y a à Sainte-Perpétue, c'est important pour Sainte-Perpétue. Tout à fait. Ôtez ça ici, là. En Beauce aussi. En Beauce aussi, puis dans beaucoup de régions.
On est des entreprises qui fabriquent des équipements et qui fabriquent Puis tubulure pour la ça. décision, là, elle se prend pas à New York ou à Chicago ou en Nouvelle-Orléans. Elle se prend dans une cuisine quelque part dans le village à côté. Ça on l'oublie. Puis je pense que c'est une grande richesse. Je pense que c'est important de le dire, Yann, parce que dès qu'on pense grande entreprise, en est une ici, là, Ouais. on pense que c'est plus familial. Et dans l'esprit public en général, familial, il faut que ce soit petit. Bien, notre agriculture en général, puis Yann vient de le dire, elle est familiale pour presque la totalité de ce qu'on produit. Ce sont des familles, mais des familles qui peuvent posséder plus grand que d'autres, là, évidemment. Et ça n'empêche pas d'employer des gens aussi. Ça, c'est une chose, ça. Alors, il faut remettre un petit peu cette notion d'entreprise, d'agriculture familiale là, au niveau de ce qu'elle est réellement. Et ce sont des familles qui bâtissent et qui font vivre notre agriculture. Ils font vivre des régions, ils Actuellement. font vivre des... Ah oui. Alors ça, je pense qu'il faut... Ça, c'est peut-être pas assez mis de l'avant par nos gouvernements. C'est peut-être pas assez valorisé. Tu sais, souvent, on va parler de Bombardier, on va parler de grandes multinationales. Mais l'agriculture, c'est plus important que l'aviation. Merci, Michel et Yann. Un plaisir. Comme nous venons de le voir, les enjeux de la sériculture sont multiples. La vision de la fédération est centrée sur le marché contingenté à prix garanti et moyen. Certains acériculteurs visent encore le marché libre. La nouvelle génération devra choisir. Peut-être irons-nous vers une appellation d'origine contrôlée dans le futur. Merci et au plaisir. La vie agricole vous a été présentée par Maison La Prise. Maison La Prise, des maisons à haut rendement énergétique pour tous les styles, conçues et fabriquées ici depuis 30 ans. L'Institut Jean Garon est fier de collaborer à l'émission La vie agricole. L'Institut Jean Garon pour des débats ouverts en agriculture au Québec.